ceux qui ont besoin de Google comme moi pour comprendre leur contrat, qui ne savent pas ce que veut dire la règle de stare decisis. Alors, si c'est du grec pour vous, dans ce cas-ci, c'est du latin. La présentation de Johanna devrait beaucoup vous intéresser car elle a pour mission de rendre le droit plus compréhensible et plus accessible aux utilisateurs finaux du cabinet d'affaires où elle travaille. Ainsi, elle aide les avocats de son cabinet à créer de nouveaux livrables plus digestes et revoir leur façon de travailler pour être plus centrés utilisateurs en appliquant le legal design. Donc, c'est un dérivé du design thinking appliqué au droit. Petit à petit, elle change la culture des avocats dans son cabinet. Donc, Johanna a travaillé 25 ans dans le domaine du digital, dans des domaines très différents. Donc, avant LPA CGR, donc ce cabinet d'affaires où elle travaille, comme digital officer, elle n'avait jamais fait de droit, mais a toujours mis en place des processus et créé des services et produits où l'utilisateur était au cœur des préoccupations et au centre de la démarche. Et d'ailleurs, le fait que Johanna n'ait jamais fait du droit avant de rentrer dans son cabinet est probablement une bonne chose, parce qu'elle se rend compte justement de ce qui est compréhensible aux communs des mortels et ce qui ne l'est pas. Son message s'adresse bien entendu aux professionnels du droit, mais c'est un message pour tout le monde sur l'importance de créer la valeur pour son client, l'importance de se rendre compte de la différence entre ce que nos clients nous disent et leurs besoins réels profonds, et de tout mettre en place pour les satisfaire. Merci beaucoup Inès, merci Catherine et merci à Brice, un collègue depuis des années avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler pendant un certain temps dans nos entreprises précédentes. Bienvenue dans le monde merveilleux du droit. Imaginons, vous êtes un chef d'entreprise, vous rencontrez un collègue, vous discutez de vos activités réciproques, vous dites, tiens, ça serait sympa d'avoir une structure commune qui permettrait de commercialiser des choses ensemble, mais en même temps, surtout, que ça ne concerne pas nos entreprises et que ça ne porte pas éventuellement négativement sur elles. Ben, bingo, ça s'appelle une joint venture. Normal, vous rentrez chez vous, vous allez sur Google, comme tout un chacun, vous tapez joint venture, 254 millions de réponses. Donc ça déjà, ça refroidit un peu. Vous lisez les deux premières, vous ne comprenez rien, c'est normal, vous dites, il y a des avocats d'affaires spécialisés, ben, je vais consulter un avocat d'affaires, prenez rendez-vous, vous lui expliquez votre cas, vous attendez un petit peu et vous recevez la réponse. Je sais, c'est pas une slide typique des présentations de design thinking, c'est même l'antithèse, sauf que c'est une slide typique d'un cabinet d'avocats. Bon, je vous laisse même pas le temps de lire hein, parce que je pense que c'est relativement indigeste. C'est une explication sur les différentes conditions possibles de création d'une joint venture ou non. Donc vous recevez ça, ça continue sur plusieurs pages. Vous avez payé 2 000 €. Donc là, vous dites, qu'est-ce que je fais parce que la situation est dramatique. Donc vous pouvez bien sûr sauter par la fenêtre, appeler un ami qui vous donnera son point de vue sur la question. Bon, finalement, vous appelez votre conseil et vous lui dites, maître, parlez-moi comme un enfant de 5 ans. Ça, c'est la phrase clé, c'est la phrase magique. Tout avocat a au moins entendu, professionnel du droit, a au moins entendu une fois dans sa vie cette phrase, maître, parlez-moi comme un enfant de 5 ans. Et ça ne lui a rien fait. Ça ne l'a absolument pas poussé à se demander pourquoi on me dit ça. Donc pour comprendre ça, on va faire un petit détour par le secteur du droit. Le secteur du droit aujourd'hui en France, c'est un secteur fort méconnu, sauf bien sûr de ceux qui travaillent dans au sein de ce type d'institutions. Donc il y a aujourd'hui en France environ 70 000 avocats regroupés dans 180 barreaux. Vous pouvez ajouter les greffiers, vous pouvez ajouter les magistrats, vous pouvez ajouter les notaires et bien sûr tous ceux qui travaillent dans cet environnement-là, plus d'autres spécialistes. Les services juridiques des entreprises embauchent environ 16 000 nouveaux juristes par an. Ce qui nous donne, à la fin de l'année dernière, environ 250 000 personnes qui sont des professionnels du droit,
C'est à quoi s'ajoutent tous ceux qui y travaillent, ce qui nous fait plus d'un demi-million de personnes qui travaillent dans les professions du droit assimilées. Et en termes globalement de richesse générée par ce secteur, aujourd'hui, elle tourne, elle est estimée entre 20 et 23 milliards d'euros, ce qui fait 1% du PIB, et ce qui place le secteur entre l'industrie aéronautique, celle de la publicité, et celle de la boisson. Donc tout le monde connaît les industries aéronautiques, on est beaucoup à avoir travaillé pour eux, très peu connaissent les secteurs du droit. Et donc, dans ces secteurs, il ne s'est rien passé, du point de vue du changement. Le monde se transforme, et dans ce secteur, on ne se transforme pas vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les cabinets d'avocats, le mail a mis des années à s'imposer comme un outil de communication fiable. Et que globalement, les environnements de travail n'ont pas changé depuis l'an 2000, et là je parle pour les cabinets d'avocats d'affaires comme le mien, où il y a plusieurs centaines d'avocats qui travaillent. Et l'avocat que vous connaissez peut-être, qui travaille tout seul, alors lui, forcément, il est à l'économie, donc il va utiliser le strict minimum. Donc, c'est un secteur très, très rétif au changement technologique, et encore plus rétif au changement des façons de travailler. Et là, si on se demande depuis quand elles n'ont pas évolué, justement, on se le demande. Parce qu'on ne sait pas depuis quand. Enfin, voilà. Donc, pourquoi il ne s'agit pas d'un groupe, ça rejoint un petit peu les caractéristiques de l'hôpital qu'a évoqué Nabil, d'une autre manière, bien sûr. Le professionnel du droit est formé à partir de la première année de ses études à respecter un certain nombre de règles et de caractéristiques, à se positionner en position de sachant, donc de celui qui dit la vérité du droit. Et au cours de cette formation, il n'y a pas d'autres tests que des tests des connaissances. Et un professionnel du droit, jusqu'il y a très très peu, et ça concerne quelques barreaux innovants, il n'a jamais eu d'autre enseignement pendant toutes ses études que du droit. Donc, il n'a aucun autre enseignement que celui du droit, et c'est du par cœur. On ne vous demande surtout pas d'innover. On ne vous demande surtout pas de vous écarter du schéma de présentation, de restitution qu'on vous a donné. Donc vous faites 5, 7, 8 ans d'études, du par cœur, et rien d'autre. Et surtout, si vous êtes innovant, ça ne se passe pas très bien. Et donc, pourquoi c'est comme ça? Parce que le professionnel du droit doit faire face à des exigences dont on verra qu'elles sont contradictoires. La première exigence, c'est de partager une langue commune avec les autres professionnels du droit. Alors c'est une langue, et ce n'est pas la vôtre. La deuxième chose, c'est de respecter de manière extrêmement stricte les règles de déontologie et de ne prendre aucun risque professionnel. Et pour ça, il y a, comme les médecins ont l'ordre des médecins, on a le barreau et l'ordre des avocats qui veillent au respect donc de la non-prise de risque. Et en troisième, ce qui nous différencie peut-être et encore pas complètement des médecins, on doit être des commerçants rentables. Alors déjà, ces trois caractéristiques-là, elles sont contradictoires entre elles. Et la seule façon de se rassurer, c'est le rendu dont je vous ai juste montré le tout petit début, mais qui continue sur 50 pages, qui respecte la forme, qui aborde tous les sujets possibles et imaginables, mais malheureusement, il ne vous apporte pas la réponse à votre question. La question qui était, est-ce que je dois créer une GIE ou pas? Mais le monde évolue, les choses changent, et la transformation digitale, elle s'opère notamment chez les clients, parce que forcément, les avocats, ils ont des clients. La transformation digitale, dans mon esprit, puisque je m'en occupe, c'est quoi? C'est utiliser les produits digitaux, les outils digitaux, les outils numériques, pour revoir la proposition de valeur, pour apporter des nouveaux produits et des services, mais aussi pour revoir les façons de travailler. C'est pas juste je vais mettre en place une app mobile, ça c'est absolument pas le sujet. Et donc pour pouvoir faire ça, et ça bien sûr, c'était le cas de tout le monde, sauf des professionnels du droit. Mais il y a eu quand même depuis 2015 quelques changements assez notables dans la profession et qui ont fait un effet d'électrochoc. Le premier changement, ça a été l'arrivée des legal tech. Les legal tech, ce sont les startups spécialisées dans le droit.
Quand certains legal tech sont arrivés sur le marché, les grands pontes du droit, je peux en parler, hein, je ne fais pas de droit, les ont appelés des braconniers du droit. C'est vous dire l'ambiance. Et donc ces startups, elles ont attaqué 3 axes. Le premier, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous rassure. Le premier axe, c'est l'axe de la résolution médiée par donc, des intermédiaires, pour le coup, simple et forfaitaire de toute une série de litiges, on va dire, relativement standards. D'accord ? Donc il y a My Testamento pour faire son testament, il y a mon litige machin, vous avez l'arbre du voisin qui est sur votre terrain, vous savez que vous aurez 2000 €, bam bam, voilà, et c'est automatisé. Donc ça c'est un premier. Donc là les cabinets d'affaires vont dire ah non, ça nous concerne pas. Le deuxième champ des legal tech, c'est l'utilisation de l'open data du droit, bon, un sujet en lui-même, qui permet de faire des prévisions de décisions de justice. Alors là, une véritable révolution. Et enfin, un troisième champ, c'est la volonté d'automatiser les actes des professionnels du droit à faible valeur ajoutée, ce qu'on appelle de contract automation. Alors là, ça, c'est un choc. Moi, j'ai fait 10 ans d'études, je suis un avocat prestigieux, bardé de prix, je facture je ne sais pas combien de milliers d'euros la journée, et je fais des actes à faible valeur ajoutée qu'on peut automatiser. Ça commence à... Voilà, ça, c'était... quelque chose de très, très perturbateur. Et après ce premier électrochoc est venu un autre électrochoc. Alors celui-là, il est tout à fait évident, mais quand même ça a mis du temps. C'est les clients. Le client, il est magistrat, enfin, magistrat n'est pas un client, mais en tout cas partie prenante. Il est justiciable comme vous et moi. Il est directeur juridique d'une entreprise, c'est comme vous et moi. Il est chef d'entreprise, il est banquier, enfin ce que vous voulez. À la fin, il rentre chez lui et il va sur Google, il commande sur Amazon et il a sa banque en ligne. Et il ne comprend pas que ce n'est pas aussi simple avec son prestataire de droit, que c'est simple par ailleurs. Et qu'il ne comprend pas non plus pourquoi la facturation n'est pas transparente, pourquoi on ne sait pas combien de temps ils ont passé en vrai, etc. Donc, tous ces éléments mis bout à bout, ont conduit certains professionnels du droit à mettre en place une démarche. Ce n'est pas une discipline, ce n'est pas une méthode, c'est une démarche qui est née aux États-Unis, à Stanford, pour changer, qui s'appelle le legal design. C'est quoi le legal design? C'est précisément faire ce que je viens de dire. C'est-à-dire avoir une méthode de production des services et des supports juridiques qui soit facilement accessible par les parties prenantes et qui répondent à la question du client et non au point de droit. Et ça, c'est absolument fondamental. On va revenir à notre exemple. Bon, à la place du texte que vous avez sur le côté, qu'on a déjà vu, vous recevez ça. Bon, on ne va pas rentrer en... L'objectif, c'est pas faire un cours sur le joint venture, de toute manière, je serais incapable. C'est quand même plus simple. C'est quand même plus simple, mais quand même, on peut se dire, bon voilà, tout ça pour ça, il ne s'agit pas quand même à chaque fois de faire un tableau. Il s'agit toujours de se poser la question, de savoir de quoi mon client a besoin. Alors imaginons, vous êtes un juge d'instruction, moi je suis avocat, et je vais vous amener 3 mètres linéaires de documentation papier en 20 tomes. De quoi vous avez besoin en tant que juge? D'une synthèse. Savoir avoir une vision globale du dossier, savoir quels sont les points critiques, quelles sont les positions de parties prenantes, quelles sont les pièces qui font référence à cela, éventuellement quels sont les points de jurisprudence que vous mettez en avant pour défendre votre point de vue. Imaginez-le ou non, mais en tout cas, c'est pas du tout quelque chose qui est naturel pour un avocat qui soit pénaliste ou spécialisé en contentieux des affaires. Imaginons que vous êtes un directeur juridique d'une banque et vous faites appel à un cabinet prestigieux comme le nôtre et vous demandez une étude des risques de conformité. Vous recevez un rapport d'audit, 150 pages et 150 pages d'annexes. Il faut les lire, ok. Admettons, c'est votre travail, vous êtes directeur juridique. Et là, il y a votre CEO qui vous appelle et il vous dit du machin, on a le COMEX demain, il me faut une synthèse en 1 page avec les risques et les engagements. Et là, ça panique. C'est-à-dire, allez synthétiser 150 pages.
en une après-midi. Donc vous dites, mais pourquoi ils ne me l'ont pas fait? Pourquoi ils ne me l'ont pas donné avec leurs 150 pages? Ben parce que vous ne l'avez pas demandé, parce que ça vous semblait naturel, et eux, ils ont traité les points de droit. Ils n'ont pas cherché plus loin. Qu'est-ce qu'il y a derrière la demande du client? Le client, il fait quoi? Son entreprise, elle fait quoi? Et lui, le client, mon client, il a peut-être d'autres clients dans son entreprise qui vont lui demander quoi? Non? Voilà. Et enfin, troisième exemple, il y a un cabinet prestigieux, parce qu'on fait on est référencé, hein, c'est comme pour tout le monde, donc il perd un référencement dans une grande structure au profit d'un cabinet plus petit. Pourquoi? Parce que le cabinet plus petit, bah, il est plus jeune, il a décidé de se faire une place au soleil, et donc il a mis en place des méthodes inspirées justement du design thinking, de l'agilité, donc des séances de créativité et surtout des séances de co-travail avec ses clients. Il n'a pas eu peur d'aller voir ses clients et leur demander, voilà, moi je vous produis ça, est-ce que ça vous va? Et d'entendre la réponse qui est non, ça ne me va pas du tout. Je peux pas, ça je peux pas, ou en tout cas je peux, mais pas que. Voilà. Et donc, ça, voilà, c'est la situation actuelle, et ce qui est assez rigolo, c'est de voir les arguments qui sont employés au départ. Quand vous arrivez et que vous dites, bon, on va faire du legal design. Donc ça m'est arrivé, je suis arrivée, j'ai dit, on va faire du legal design. Quoi? On vous a pas embauché pour faire du dessin, on vous a embauché pour faire de la transformation digitale. Oui, mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Bon, ok, super. Bon, on va arrêter sur l'œuf et la poule. Et donc bon, voilà. Donc on a travaillé sur qu'est-ce qui bloque. Alors bien sûr, comme a dit Nabil tout à l'heure, on a un vrai sujet sur le risque juridique. On n'a pas le droit de simplifier le droit. Ça fait 8 ans, enfin, pendant 8 ans d'études, on leur a expliqué, donc c'est pas maintenant qu'ils vont commencer. Donc, bien sûr, un tableau comme celui que je vous ai montré, bah, ça manque d'exhaustivité. Bah oui, d'accord, mais cela étant dit, il est lisible. Donc d'abord, je comprends, ensuite, éventuellement, je vais étayer. Il n'y a pas de standard. Le barreau et l'ordre sont totalement en retard sur, par exemple, les notaires ou les experts comptables. Donc, il n'y a rien. On va la faire courte. Et un truc qu'on verra ailleurs, c'est hors contrat. Bah oui, parce que le client, il n'a pas été jusqu'au bout de son expression de besoin, parce qu'on n'a pas non plus été le challenger. Donc, voilà. Bien sûr, on n'a pas les compétences. Moi, le mieux que j'ai entendu, c'est pas me servir de PowerPoint. Ouais, c'est peut-être pas le sujet. On n'a pas le temps. Bah, personne n'a jamais le temps de changer de toute manière, ça c'est la base. C'est pas rentable et vous pouvez pas nous démontrer le ROI. Je peux un tout petit peu le démontrer a posteriori, a priori je peux pas. Et de toute manière, la satisfaction du client, bon, voilà, je pense que j'enfonce des portes ouvertes. La satisfaction du client et la fidélisation du client, ça n'a pas de prix. Et enfin, le ressenti, et là à nouveau, on retrouve vraiment les peurs des juristes. Nous sommes un cabinet prestigieux, celle-là c'est la meilleure. Donc nos clients ne vont pas aimer. Est-ce que vous leur avez posé la question? Ben non, on ne va pas poser la question aux clients. Et pourquoi? Voilà. Lorsque le contenu est de qualité, la forme n'est pas importante. C'est un petit peu le contraire dont on est en train de parler. Il ne faut pas simplifier le droit, bon, ça on tourne en boucle là-dessus. Nous ne sommes pas des consultants. En fait, c'est faux. C'est faux. Les avocats en particulier sont aussi des consultants. Parce que quand on demande les risques de conformité, derrière, s'il y a des risques, on va bien faire quelque chose. Donc on va demander du conseil. Donc c'est pas vrai qu'ils ne sont pas des consultants. Et la meilleure, confère l'histoire sur les études, on a toujours fait comme ça. Et donc puisqu'on a toujours fait comme ça, on ne va pas changer. Voilà, une fois que tout ça a été mis sur la table, donc heureusement... tous les cabinets ne sont pas vent debout contre le changement. Et d'ailleurs, ça bouge énormément en ce moment parce que tout le monde s'est rendu compte que l'ancien modèle était en bout de course. Donc, nous avons choisi de mettre en place le legal design, après quelques réticences et des gros débats. Le retour d'expérience. Donc, j'ai mis en place le legal design avec un consultant qui s'appelle Romain Hasbrook, qui est un ancien avocat. Ensuite, juriste dans une grande structure d'agence immobilière et maintenant consultant en legal design pour faire face à la demande. Pourquoi? Parce que Romain est un ancien avocat. Donc moi, je vous dis des choses, mais lui, il les comprend, il parle le même langage.
Un avocat, ça parle à un avocat. Voilà. Ensuite, on a choisi de travailler avec des volontaires. On a choisi de travailler avec des... Donc ça, c'est comment on a travaillé. On a choisi de travailler avec des volontaires parce qu'on ne peut rien imposer à un avocat. Vous lui demandez de venir à une réunion, il ne vient pas, et puis c'est tout, il ne s'excuse même pas. Donc voilà. Donc c'est pas la peine. Donc on a travaillé avec 3 départements volontaires qui sont l'immobilier. On a un très gros département immobilier, le contentieux du droit des affaires et la banque. Et on a demandé à chaque département de déléguer 2 collaborateurs, donc 2 jeunes avocats, volontaires. Ça a été plutôt, enfin, je pense que c'était plutôt une bonne idée, parce que ça fait plein de buzz, et pourquoi eux et pas nous, etc. Que tout à l'heure ce matin, quelqu'un a parlé de la jalousie entre les départements, ça fonctionne très bien, un vieux truc, mais ça marche à tous les coups. Et donc, on les a fait d'abord travailler sur, donc chaque département a choisi un document type. Donc l'IMO a choisi un bail très particulier, s'appelle le BFA, bail en état de futur achèvement. C'est compliqué parce que vous louez un immeuble qui n'existe pas encore. Donc 70 pages, 150 pages parfois, parce que louer un immeuble qui va être construit, c'est pas simple. Et donc c'est du sur-mesure, c'est pas un bail qu'on écrit explicitement pour ça. La banque a choisi donc le fameux audit, et le contentieux a choisi un dossier de contentieux qui était clos. Donc d'abord, on les a fait travailler avec Romain sur leur ressenti par rapport à ces documents, et donc on a essayé de les pousser à se mettre dans la position du client. Mais qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu comprends? Alors déjà, c'était la première fois au cabinet qu'on faisait un travail interdisciplinaire, hors consultation externe, bien sûr. Une fois qu'on a fait ça, donc il y a eu toute une série d'ateliers de créativité, des propositions diverses et variées. On a reconstruit les documents. Et là, avec ces documents nouveaux, on est allé voir les clients. Donc on est allé voir 3 clients, hein, je vous rassure tout de suite. Hein, on y va doucement. Et donc on est allé voir les clients, on leur a présenté l'ancien, le nouveau, on leur a dit c'est quoi votre ressenti, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous proposez. Et bien entendu, il ne faut jamais avoir peur des clients. Donc les clients étaient ravis de participer et ils nous ont donné à nouveau plein de choses qu'on n'a pas vues. Parce que le groupe de travail a regardé les documents avec leurs yeux d'avocat et le client avec ses yeux du client. Donc on a rajouté des choses. Et donc on a fait des fiches, bon, moi, je ne vais pas rentrer sur comment produire ces nouveaux documents. Et ensuite, donc là on était dans un process de learning by doing, et donc pour faire connaître en fait la totalité de la démarche, on a fait 2 choses. D'abord, le groupe a pitché le document redesigné, on va dire, devant le département. Mais ce qui pitchait, c'était un binôme, une personne du département et une personne qui n'était pas du département. C'est quelque chose de complètement nouveau en termes d'interdisciplinarité que quelqu'un de l'IMO pitch un document sur le contentieux des affaires. Donc ça a beaucoup plu dans les différents départements. Et ensuite, donc, le groupe a également pitché la totalité de la démarche, hein, dans une version un peu résumée, devant l'ensemble des associés. On a 38 associés au cabinet. Un déjeuner d'associés, c'est tout de suite assez important. Et grâce à ça, forcément, ça fait des jaloux. Donc là, on répare sur une deuxième boucle de 3 départements suivants qui sont volontaires, et les 3 précédents, surtout l'immobilier où il y a énormément de documents différents, sont en train de plancher comment ils vont s'emparer progressivement. Il y a le BFA, il y a des baux commerciaux hyper complexes, un style, je sais pas, vous louez la totalité de Vélizy 2, je vous dis pas la taille du bail, quoi. Donc voilà. Donc eux, ils commencent à s'approprier cette démarche pour leur propre compte. Alors, je vais vous montrer donc quelque chose, c'est un peu frustrant pour vous parce que c'est totalement flouté à la demande des avocats. Donc, l'idée, c'est, vous voyez juste, vous voyez pas le contenu du document. Donc, c'est le fameux rapport d'audit. Donc, c'est en fait la grille d'entrée dans le rapport d'audit. Et à chaque sous-chapitre, il y a quelque chose de similaire où on pointe les points clés donc, du chapitre et les risques. Et donc après, il y a des renvois, et quand c'est en PDF, c'est du cliquable, hein, donc je peux aller directement au point du document qui m'intéresse.
Alors, je ne dis pas que c'est la révolution, mais chez nous, ça l'est. Donc, les bénéfices, il y en a quand même énormément. Alors, on parlait du ROI tout à l'heure. On s'est rendu compte que sur un document que vous présentez comme ça, il y a ce qu'on appelle dans les cabinets le write-off, hein, c'est-à-dire les allers-retours avec le client sur le document qui prennent 70% du temps de la rédaction du document, donc qui est énorme. En fait, on peut le baisser de moitié. Parce que si mon interlocuteur comprend ce que je lui envoie, les corrections, les remarques, ça va quand même prendre beaucoup moins de temps. Donc ça, c'est une première, un retour qui est potentiellement, qui est du coup beaucoup intéressé les associés, parce que c'est potentiellement quelque chose de tout simplement qui justifie économiquement la démarche et l'investissement. Le deuxième point, c'est l'acquisition des nouvelles compétences. Ça a l'air de rien, mais et le sourire des gens. Les autres avocats qui ont vu ceux qui ont participé à ces ateliers y aller avec le sourire et en revenir avec le sourire. Dans un cabinet d'avocats, l'ambiance, c'est franchement pas la rigolade. Il y a des gens qui arrivent à 9h du matin, sortent à 10h du soir et on leur dit « tu prends ta journée ?» Donc c'est une culture très spécifique. Alors, bon, pas forcément chez nous tout le temps, mais ça peut arriver aussi. Voilà. Et puis le troisième, c'est qu'on a montré ça à nos clients. Donc en fait, il y a comme disait Nabil, en fait, il y a des choses auxquelles on n'a même pas pensé. C'est que le client, du coup, les avocats ont découvert qu'on peut parler au client, qu'on peut lui demander son avis, qu'on peut lui demander son retour. Et au lieu de se barrer en disant c'est quoi cette bande d'incompétents, en fait, le client est tellement content qu'il reste et qu'il dit oui, mais moi j'ai aussi pensé à ceci, mais j'ai aussi pensé à cela. Du coup, ça renforce énormément la relation client. Donc justement, dans un contexte où les gens avaient plutôt peur d'aller poser aux clients des questions sur que pensez-vous de nous. Donc ça aussi, c'est un bénéfice. Et oui, et donc le dernier bénéfice, c'est un bénéfice indirect, c'est que dans toutes ces séances de créativité, il y a plein d'idées qui sont sorties. Et ce n'était pas forcément des idées liées directement à la refonte des documents, c'était d'autres idées. Donc moi, ça me fait un backlog d'idées, de projets potentiels à mettre, j'en ai pour un moment, quoi, à tout dérouler. Bon, certains pourraient être potentiellement coûteux, donc on verra plus tard, mais d'autres sont des choses très très simples. Donc dans la poursuite de ça, donc on attaque en février, parce que le mois de janvier c'est un peu particulier, on attaquera en février le deuxième round avec les autres départements. En parallèle, je vais déployer un logiciel qui s'appelle Antidote, que certains connaissent ou pas. C'est un outil de correction lexicale, syntaxique, sémantique et pragmatique de documents, tout sujet confondu, pour le français et l'anglais, d'origine québécoise, que j'utilise depuis la nuit des temps, qui va sensibiliser, qui va être un autre moyen de sensibiliser les avocats à la qualité de leur rédaction. Le logiciel détecte, par exemple, des phrases dites syntaxiquement complexes. Quand j'ai montré aux avocats pour les convaincre de l'intérêt de cette expérimentation, j'ai pris un document au hasard. Il y a des phrases de 145 mots. Même le professionnel qui a écrit la phrase, il n'est pas capable de dire du premier coup qu'est-ce qu'il y a dedans. Et bon, j'ai montré d'autres choses. Et puis du coup, le COMEX me dit « Ah non, mais rassurez-vous, ce document, il n'est jamais sorti du cabinet. » Comment vous dire ? Si. Qui l'a écrit ? Moi, je ne suis pas une balance. Hein. Bon. Voilà. Donc, la prochaine fois, quand vous allez voir votre avocat, ne lui demandez pas, maître, parlez-moi comme à un enfant de 5 ans, mais demandez-lui s'il fait du legal design. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Johanna ? Je comprends que vous soyez tous... Vous avez beaucoup de mérite, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Des questions ? Arnaud. C'est presque plus c'est une question, mais elle est un peu orientée. On fait ici à l'école du design graphique beaucoup, et très honnêtement, votre conférence, votre intervention m'a beaucoup intéressé, parce que jusqu'alors, la perception que j'avais moi du legal design, c'était en gros rédiger des mentions légales sous forme de BD à destination du grand public.
pour lui faire comprendre sous une forme plus fun qu'il est en train d'utiliser un service ou de cocher une case sur un site web qu'il ne devrait pas faire parce que c'est pas bien. Mais est-ce que cette dimension quasi de visuel, si je puis dire. Alors, vous nous avez montré quelques exemples, malheureusement parfois un peu flous. Ça aurait été intéressant, on est curieux d'aller voir plus loin, mais est-ce que vous pensez qu'elle a aussi un avenir? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que les designers graphiques entrent aussi dans les cabinets d'avocats? Alors, il y a plusieurs points dans votre question. Donc, il y a des personnes qui disent qu'ils font du legal design et qui mettent des icônes dans le texte de droit. Bon. Ça, c'est rien, c'est juste, bon voilà, je mets une icône ou j'en mets pas, ça n'apporte aucune valeur, il n'y a aucune valeur dans cette information. Ensuite, il y a des gens qui font ce qu'on appelle du visual law, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de mettre le droit en image. Ça s'applique à un certain nombre de choses, notamment justement au fameux CGU. Il y a aussi une BD faite par un groupe de jeunes avocats, enfin ils sont peut-être moins jeunes maintenant, mais ils s'appellent les Barons du droit, qui ont fait les arrêts illustrés où en fait c'est tous les arrêts de référence qu'un juriste doit apprendre par cœur et c'est fait sous forme de BD. Donc voilà, vous avez la dame qui, parce qu'elle se fait agresser, elle tue son agresseur et donc voilà, c'est pourquoi elle est condamnée parce que la réponse n'est pas proportionnelle au machin, etc. Donc voilà. Bon, donc ça s'est mis en BD. Mais nous, ce qu'on a essayé, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire de travailler sur le process de conception du document et le rendu. Et les différents niveaux de rendu, sachant très bien que, comme je le disais, on ne peut pas dénaturer le droit. C'est-à-dire qu'au bout du bout, j'ai quand même besoin de garder ce texte à peu près indigeste et les références à la jurisprudence, parce que mon client va prendre une décision qui potentiellement est risquée. Donc, il va faire face à des contentieux. Par exemple, j'ai un client, il va construire des éoliennes. Dès qu'il a son permis de construire, il va y avoir des recours contre voilà. Donc, quels sont ces risques juridiques et quelles réponses on pourra apporter. Bon, on ne peut pas y couper à un moment donné. En revanche, on peut lui dire, voilà, il y a des risques, le degré voilà, statistiquement, il y a tant de recours, c'est vert, rouge, machin, orange. Statistiquement, vous perdez temps, vous gagnez temps, et après, on peut vous accompagner là-dessus, mais là-dessus, on ne pourra pas. C'est-à-dire, on est sûr de perdre. Après, si vous y allez, c'est... Donc, voilà. Donc, il y a ce dernier stade où on est obligé de rentrer dans le fond. Et en fait... Aujourd'hui, on voit, surtout dans les très très jeunes cabinets, il y a ces différents stades. Mais ceux qui font des icônes et des BD, ils ne vont pas voir le client final. Donc c'est l'étape d'après. Voilà. Merci. Merci. En fait, c'est un prolongement de la question de monsieur sur notamment donc, le graphique là, qu'on a vu donc, qui était flou. Il y a une mise en forme. Non, mais c'est pas grave. En fait, la question que ce soit flou, je pense que ça n'a aucune importance. C'est justement, on voit bien que c'est pas un pavé de texte. Et la question que je me posais justement, c'est comment vous êtes arrivé à cette mise en forme. Donc pour déterminer, j'imagine, des axes principaux qui devaient émerger plus que d'autres. Et qui l'a fait, puisque apparemment, si vous avez des problèmes avec PowerPoint, enfin, si certains ont des problèmes avec PowerPoint, là, ça a été fait, j'imagine, avec autre chose, et donc peut-être par un professionnel. Et donc voilà, ma question, c'était en fait le prolongement de cette question-là. Donc, est-ce qu'il y a des graphistes ou des professionnels de l'image qui travaillent avec vous ? Donc, retour à Romain, donc notre consultant, qui est un avocat et qui est un legal designer. Qui donc lui, effectivement, d'abord il sait lire ses documents. Moi, franchement, à la première ligne, déjà, j'ai décroché. Et donc, si je dois en lire 150 pages, c'est vraiment un effort surhumain. Pour lui, bon, c'est un avocat, c'est naturel. Donc, lui, il sait lire ce document. Et il a travaillé dans une direction juridique où, justement, il a appris, parce qu'on lui a demandé, donc c'est tout son parcours, à produire des choses qui sont accessibles par les membres du groupement et pas par les juristes. Et ensuite, il allait se former au design thinking. Donc, bien sûr, on leur a fait regarder ce document. On leur a dit, puisqu'ils étaient en équipe, il y avait des gens qui venaient donc d'autres départements. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est trop long. Je ne sais même pas où est le point d'entrée. Mais en fait, c'est quoi le risque principal? Et petit à petit, on les a amenés à ça. Donc, et partant de ces questions, ensuite on a dit, bon, c'est quoi le risque principal? Bon, ok, donc tu me dis le risque il est à la page 83, c'est super, donc comment je le visualise?
Mais c'est vrai que Romain a eu un gros apport là-dessus. Alors, l'une des réticences initiales du cabinet, c'était « mais si ça marche, il faudra qu'on embauche un legal designer ». Alors moi, écoute, qui va piano va sano, d'abord on voit si ça marche. Et si ça marche et qu'on embauche un legal designer, ça veut dire qu'il y a une justification économique à sa présence. Donc quelque part, la question, elle ne se posera même pas, ça sera naturel. Mais effectivement, alors, bon, sachant que moi j'ai des associés qui savent pas, et des assistantes qui ne savent pas se servir en PowerPoint. Et en parallèle, cette année, je lance et ça n'a rien à voir avec, enfin si ça a à voir avec le legal design, c'est que j'ai constaté un degré d'absence de familiarité avec les outils et surtout de culture numérique telle, c'est-à-dire d'incompréhension totale de comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça fonctionne, qui est immense. Juste à titre d'anecdote, coup de fil, comment j'accède à machin, vous ouvrez le navigateur. Ah bon, j'ouvre Outlook ? Voilà. Donc, moi, j'ai des gens qui ne savent pas que Outlook, ce n'est pas un navigateur. Qu'est-ce qu'un navigateur ? Donc, on lance un programme de formation qui va durer toute l'année et qui va être individuel. Donc j'ai fait un questionnaire de 250 questions, chacun va s'auto-évaluer sur ces questions. Donc les associés ne vont pas le faire, mais les assistantes vont le faire, parce que ça sera obligatoire, et les collabs et les avocats vont le faire. Et ensuite, ça génère donc une fiche de parcours en fonction des notes qu'on se donne. Et derrière, j'ai un collègue qui travaille avec moi là-dessus et qui va faire ça à temps plein et moi un petit peu. On fera des séances de formation individuelles pour leur permettre à tous, et bien sûr PowerPoint est dans le lot, pour leur permettre à tous d'oublier l'outil. De ne pas dire, je ne connais pas PowerPoint, de dire, attendez, c'est quoi l'idée principale que vous voulez faire passer, c'est quoi le message ? Et de l'autre côté, quand on fait des enquêtes auprès des juges, parce qu'il y a eu une enquête récemment qui a été faite, il y a 90% des juges qui disent que si je reçois un dossier accompagné d'une synthèse qui me permette en très peu de temps de comprendre un peu ce qu'il y a dedans, il dit bien sûr que je ne vais pas aller contre le droit, c'est-à-dire je vais appliquer le droit, mais l'avocat qui me transmet ce type de dossier, je verrai son argumentation avec un... Mais c'est naturel, c'est humain. Il me donne quelque chose que je comprends. Je vois du premier coup d'œil, je vois la timeline, un machin qui... Il y a des contentieux de 25 ans. Moi, j'ai un avocat qui m'a parlé récemment d'un contentieux qui dure 25 ans. D'une succession qui dure 25 ans. Vous allez devant le juge, donc forcément, ce n'est pas le même qu'il y a 25 ans. Et comment vous lui expliquez le truc, quoi ? Si vous ne lui faites pas une synthèse, mais le pauvre, il passera ça au suivant. Ça durera 55 ans, quoi. Non, mais c'est ça la réalité. Merci. Bonsoir et merci beaucoup. Alors moi, je suis avocat et je suis très sensible à tout ce que vous avez dit parce que je vis et mesure le gouffre énorme. Alors, les avocats en prennent leur part de responsabilité, mais je pense que tous les professionnels du droit. Ma question, elle est qu'effectivement, quand on a une clientèle, c'est très important d'avoir ce langage et de pouvoir leur parler et d'être près d'eux. Mais je m'interroge sur l'avenir aussi, après ça, et notamment à l'égard des magistrats, parce que autant on doit être proche de son client, comprendre tout ce que vous expliquez et leur faciliter finalement la prise de décision. Mais je pense qu'il y a aussi une évolution parallèle qui est donc de défendre son cas pour l'activité contentieuse auprès des magistrats. Alors j'ai vu l'évolution des dossiers de plaidoirie par exemple, et je ne suis pas sûre que ce soit dans le bon sens. C'est-à-dire que, pour ce qui est de ma petite expérience, on ne mettait jamais de schéma dans les dossiers de plaidoirie, jamais. Maintenant, on met des schémas quelquefois pour ne serait-ce que présenter un groupe, ses filiales, etc. Enfin, c'était déjà très novateur. Et je me dis qu'on pourrait peut-être pousser l'expérience et je ne sais pas, pratiquer le legal design aussi dans la partie plaidoirie. Oui, tout à fait, mais moi, justement, je travaille avec l'un de nos spécialistes contentieux des affaires, dont je ne veux pas dire le nom, mais ça n'a pas d'importance, justement sur la présentation, l'introduction de ces dossiers de contentieux, où en fait, il me raconte l'histoire, hein, et j'essaye de faire une timeline, des choses simples. Dès que je comprends pas, je comprends pas, donc moi je peux pas traiter, de manière à avoir, en fait, c'est cette idée d'avoir plusieurs niveaux de lecture d'une information, surtout d'un dossier de contentieux entre deux multinationales. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plusieurs milliers de pièces. C'est humainement presque impossible de lire tout ça. Donc, on ne peut pas donner tout ça en vrac en disant, voilà, et puis je demande tant d'indemnité pour telle raison, quoi. Et puis débrouillez-vous avec le reste. Hein.
on est obligé d'aller vers là, et il y a de plus en plus de pièces parce que c'est la législation qui oblige, et aussi parce qu'on produit de plus en plus de documents pour étayer. Donc la partie adverse fait la même chose, donc quand on additionne le tout, mais c'est monstrueux. En revanche, donc pour revenir sur la problématique des magistrats, que je connais un peu moins bien, mais pour avoir assisté à quelques tables rondes, ça renvoie quand même tout à la problématique de la formation. Moi, je suis partie à l'EFB, donc l'École française du barreau à Paris. Ça fait 2 ans qu'ils ont mis en place une matière non obligatoire, qui ne relève pas du droit, excusez-moi, et qui est obligatoire. Et donc, les jeunes avocats doivent prendre, alors ils ont le choix entre legal design, marketing digital, business management et business quelque chose, et puis je ne me souviens plus. Bon. Moi, je fais partie du jury en legal design. Et donc, c'est Romain qui m'a fait entrer, parce que c'est lui qui enseigne là-bas. Et donc, il m'a dit, il arrive, donc il a des groupes, donc voilà, et ils ont pris ça, et voilà, ben, vous êtes 7, vous travaillerez à 7, vous devez construire votre projet à 7, et tous les 7, vous aurez la même note. Mais c'est un truc qui, pour nous tous, c'est tout à fait évident. On a travaillé en projet depuis qu'on est petit. Mais pour eux, vous leur enlevez le tapis. Ils passent... La première partie de son enseignement, c'est leur expliquer que c'est possible et que, ah oui, mais s'il y en a un qui ne travaille pas, mais c'est votre groupe, c'est à vous de gérer. Donc, ça fait seulement, c'est juste la toute petite brique que certains barreaux, pas tous, ont mis en place. Il n'y a pas l'équivalent encore à l'école de la magistrature. Donc forcément, il va falloir aussi qu'ils s'y mettent parce que voilà, quand la situation fait qu'il va falloir qu'ils s'y mettent. Mais c'est difficile. Et puis j'ai une autre petite remarque, plus pratique. Comment on articule cette démarche ? Autrement dit, comme vous l'avez dit, on ne peut pas s'exonérer d'un avocat qui connaît le sujet. Donc on peut peut-être avoir une démarche de legal design à côté, mais on ne peut pas s'exonérer du texte du droit et de celui qui le comprend malgré tout au point de départ. Donc, il faut former des avocats ou il faut leur adjoindre une équipe compétente ? Nous, on est parti dans l'idée que d'abord, on va les former. Ils vont faire, donc s'il faut faire de la mise en page, bon bref, ça je peux aider. Puis de manière, voilà. Donc dans un premier temps, on va les former. Et le jour où on va s'apercevoir qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus évolué et qu'on a besoin d'autres ressources, on fera appel à d'autres ressources. Parce que là, on a touché juste 3 types de documents principaux dans 3 départements. On a plusieurs départements et ensuite on a nos rendus commerciaux, on a nos propositions par exemple. Alors, les propositions font des bullet points sur PowerPoint parce qu'ils ont compris que le premier texte que je vous ai montré, c'est quand même pas très digeste. Mais il n'y a pas de synthèse. Voilà. Mais concrètement, celui qui a lu le BEFA, c'était un avocat ? Ah oui, c'est lui qui... Ah oui, non, mais c'était des avocats dans l'équipe. C'était des avocats. C'est lui, d'ailleurs, qui, comme moi je suis, piloté par un des associés de l'IMO. Donc, lui était plus impliqué que d'autres. Donc, c'était son BEFA à lui. Il était très content du rendu. C'était son BEFA à lui, son client à lui. Et d'ailleurs, pour anecdote, quand je lui avais parlé, donc en premier de cette idée, il était pas d'accord. Bon, il n'était pas pour. Il n'était pas pour, et puis il va au grand salon de l'IMO, il rencontre son client, et son client lui dit... ça le titillait quand même, alors il dit à son client, est-ce que tu penses que si on te faisait des documents un peu différents ? Et le client lui dit, mais oui, tu veux faire du legal design dans ton cabinet, mais c'est une super idée. Et il rentre, il m'appelle, il me dit, mais tu sais, en fait, le truc dont tu m'as parlé il y a 15 jours, que j'ai dit, non, c'est nul, on ne va pas le faire, en fait, si, on va le faire. Donc voilà. Donc lui, il était très, très impliqué. En fait, les 3 départements, sur les 3 documents types, les associés de référence ont quand même suivi. Et ils ont appris rapidement ? Alors, les jeunes avocats, oui, ils vont filer ça. Enfin, c'est l'habitude du cabinet d'avocats. Ils vont filer ça aux jeunes collabs. Ils ne savent pas faire du PowerPoint. Johanna, moi j'avais une question. Tu décris l'expérimentation là, que tu as faite. C'est quoi, au-delà de cette aventure un peu pionnière que tu as décrite, aujourd'hui, l'adoption du design légal en France et puis plus largement, moi je pense bien sûr aux États-Unis, parce que voilà, niveau de maturité un peu.
Alors, très inégal, pour répondre de manière synthétique. Le niveau de maturité est très, très, très inégal. Aujourd'hui, les très grands... Alors, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un grand cabinet d'avocats américain, c'est un cabinet où il y a plusieurs milliers d'avocats, d'accord, comme dans les séries télévisées, quoi. Donc, c'est des usines. Donc, eux, ils ont des innovation officers, etc. Ils font plein de choses, mais souvent, ils font des choses... après, tu discutes avec des gens qui travaillent avec eux, ils disent « Ah bon, ils font ça ?» Parce que moi, je n'ai jamais vu. Donc, voilà. Mais bon, en tout cas, ils font des choses. Alors, pour revenir sur la France, parce que c'est... Donc, aujourd'hui, ça bouge énormément. Il y a un avocat youtubeur, Arthur Sauzet. Il y a une avocate qui est pionnière, qui a créé son cabinet, qui est exclusivement, utilise exclusivement le legal design et le design thinking, maître Sabé Ferry, de Sagan Avocat, et j'ai été une fois à une présentation qu'elle a faite. Il y avait 35 avocats qui étaient qui étaient dans des petits cabinets. Le plus gros, je crois qu'ils étaient une vingtaine. Ils étaient tous là parce qu'ils voulaient s'y mettre avec les objections que je vous ai projetées en même temps. Mais donc voilà. Donc il y en a énormément. Et quand elle leur a expliqué que le jour où elle a, bon, elle est en droit social, le jour où elle a répondu tous ces documents, bon, peu importe, et qu'elle a fait ça avec son client, et que du coup elle a augmenté son chiffre d'affaires, et qu'elle n'a plus aucun problème pour recruter. On a des problèmes de ouf pour recruter au cabinet d'avocats, parce que maintenant les jeunes avocats viennent chez elle. Et que donc, en fait, elle est partie dans une croissance qu'elle n'avait pas du tout prévue. Donc, bon. Alors bien sûr, nous, c'est un peu différent parce qu'on ne va pas du jour au lendemain multiplier par 2. Mais donc, effectivement, ces nouveaux cabinets qui font de la créativité tout le temps, qui font des séances avec leurs clients, qui proposent aussi une autre façon de travailler aux jeunes avocats, pas la façon à la papa où j'arrive à 8h et je pars à 24h. Et je manipule énormément de documents et je passe mon temps à ça, avec des activités à très faible valeur ajoutée. Donc ils prennent énormément de temps. Donc voilà, donc ces cabinets-là, maintenant, ils sont en train de renverser un peu la vapeur. Ça se voit justement dans les tables rondes. Le barreau est très, très, très conservateur. Et du coup, il ne pousse pas. C'est dommage. Dommage. Donc, mais les cabinets équivalents aux miens, c'est-à-dire on est parmi... Donc il y a les cabinets internationaux et ensuite il y a ce qu'on appelle les grands cabinets français. D'accord ? Donc on est une ribambelle à peu près tous... voilà. Il y en a un qui est un peu plus grand, qui a plus de monde, mais voilà, il a moins de chiffre d'affaires. L'autre, il a plus de chiffre d'affaires, moins de monde, mais c'est bon. Voilà, il y a une vingtaine de cabinets de cet ordre. L'année dernière, quand je suis arrivée, moi, chez LPA, ils se posaient des questions. Là, ils sont tous en train de se dire il faut tout de suite qu'on fasse quelque chose. Donc, à mon avis, voilà. Comme il ne s'est rien passé entre 2000 et 2015, ça commence à bouger. Les mentalités ont changé. Donc là, je pense qu'on est sur une grosse accélération. Enfin, globalement, on a 10 ans de retard sur le reste du monde, mais là, on y va. Bonjour, je suis très intéressé par ce que vous nous avez présenté, et alors que pour autant ça peut être du droit, mais moi je suis facilitateur graphique et cette année, sans le savoir, j'ai fait un peu ce que vous avez décrit parce que j'ai aidé à une meilleure compréhension du projet de loi de la LOM pour permettre à la Fédération des usagers de la bicyclette de faire son travail de lobby. Pour, en fait, du coup, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a pris un certain nombre des amendements et on les a gardés tels qu'ils sont écrits, et c'est lisible pour vous. Ah non, mais pas pour moi, je suis pas avocate, je suis pas juriste. Mais c'est relativement illisible pour le commun des mortels. Donc c'est pour moi. Pour autant, ça a besoin d'être comme ça et ça ne changera jamais. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé pendant un certain laps de temps pour avoir un pendant visuel. Donc c'est pas tant, enfin c'était pas forcément un travail de design graphique comme ce que vous avez présenté, mais c'était vraiment pour avoir un pendant compréhensible et intelligible par tout le monde. Et ça leur a permis en fait derrière de dérouler une énorme campagne de lobby auprès des députés. Et ça, c'est, je pense que bouger aussi bien les projets de loi que la politique,
c'est aussi un des domaines dans lequel il y aurait vraiment besoin de créer un langage commun et qui est la base en fait dans le design thinking. Alors vous me permettez de rebondir sur un point que j'ai délibérément laissé de côté dans cette conférence, mais qui est absolument fondamental et dont parle beaucoup Maître Sabé-Ferry. En plus, elle s'occupe du droit social. C'est qu'il y a un contrat social en France depuis la Révolution. Nul n'est censé ignorer la loi. Et on est censé se sentir en sécurité. D'accord ? Je ne sais pas si l'un d'entre vous a jamais été dans une position de justiciable face à des accusations de préférence infondées, mais vous sentez immédiatement que petit A, vous comprenez, maître, parlez-moi comme un enfant de 5 ans parce que je ne comprends rien, et que la partie adverse vous annonce que vous allez être, moi j'étais supposée de condamner à 5 ans de prison et 350 000 euros d'amende, et donc en fait, on n'est pas égaux devant la loi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur Internet, c'est bon, bien sûr un truc à pas faire. Et on demande à un copain, et on cherche désespérément un copain juriste dans ses relations. Donc, c'est toujours ce qu'il ne faut pas faire. Et l'un des messages de Maître Sabé-Ferry auquel j'adhère, c'est justement trouver les moyens à ce que les gens puissent s'approprier au moins un premier niveau. Qu'ils aient un premier niveau de compréhension. Attention, ce n'est pas pour autant qu'ils sont devenus juristes, avocats, qui peuvent se défendre eux-mêmes ou quoi que ce soit. Mais au moins, et donc elle publie sur LinkedIn énormément, et sur son site, donc le site de Sagan Avocat, énormément d'infographies pour justement montrer en droit social, c'est quoi la prime Macron, c'est quoi les indemnités Macron, c'est quoi la rupture conventionnelle, qu'est-ce qu'il doit y avoir impérativement dans un contrat de travail, on est potentiellement tous salariés de quelqu'un, et pour justement, parce qu'elle, c'est son message. Elle, c'est son message, c'est de dire qu'on va vider la démocratie de son sens profond le jour où plus personne n'y comprendra quoi que ce soit en dehors de professionnels. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. C'est même les professionnels ont du mal dans l'empilement, dans la folie législative. Mais alors, voilà... Enfin, je ne sais pas, moi, si on prend au hasard quelqu'un, est-ce que vous avez le droit, avec une trottinette, d'aller sur le trottoir européen? Est-ce qu'il faut un casque, pas un casque? Je suis sûre que personne ne connaît la réponse. Donc voilà. Et on est tous supposés la connaître pour ça, pour le vélo. Et... Donc, effectivement, il y a une dimension politique quelque part. Alors moi, je n'ai pas porté ça au sein de mon cabinet parce que ce n'est pas mon rôle. Et je ne suis pas sûre que ça aurait été bien reçu. Mais je pense qu'il y a aussi cette dimension-là. Effectivement, le travail que vous évoquez, les travaux que font ces avocats un peu pionniers, militants, c'est très important parce que le contrat de notre société, il repose sur le droit.